Bonjour, je suis Christine Ayene, je suis française d'origine camerounaise, mère de 3 enfants. Euh, euh, que dire de plus? J'habite à Londres et je suis historienne de l'art. Euh, pour parler de mon parcours, mon lien avec l'art et la culture est lié en fait à mon enfance, le fait d'avoir grandi à Paris, dans un environnement camerounais, où d'une certaine manière on a baigné dans une culture camerounaise, et en même temps on était dans un contexte français qui valorisait pas nécessairement la culture africaine. Donc j'ai un peu grandi dans un contexte où, presque pas schizophrène, mais qui était d'une certaine manière divisé entre le monde occidental qui nous présentait comme faisant partie des marges, qui, quand on était présenté dans les médias, on était soit représenté de manière stéréotypée, si on était représenté, puisque je dirais que la plupart du temps, on est absent, on l'est toujours, mais on l'était encore plus dans les années 70-80. Et donc en fait, j'ai grandi en ayant une conscience de ma culture et de la valeur de ma culture dans le cadre familial. Tout d'abord, du côté de ma mère, qui était, elle est toujours vivante, mais elle nous a baigné dans la musique, donc on a grandi avec de la musique camerounaise, ce que j'appellerais des musiques noires en général. Et donc aujourd'hui, dans mon travail, on sent que ça a un impact sur les projets que je fais. J'ai aussi, alors du côté de ma sœur aînée, on a eu cette connexion avec des artistes intellectuels, activistes sud-africains. Et c'est un peu ce côté sud-africain qui m'a amené à faire de la photographie à un moment donné, et puis à me diriger à faire des études d'histoire de l'art. Mais surtout, le contact avec ces artistes, très jeune en fait, puisqu'on a rencontré avec ma sœur, ma petite sœur, le peintre sud-africain Gérard Sekoto, qui est un des premiers modernistes sud-africains. Je devais avoir 12 ans et ma sœur devait peut-être avoir 10 ou 11 ans. Voilà, et à 15 ans, ma sœur a introduit dans notre famille le photographe George Hallett. Et en fait, c'est au contact de ces artistes qui étaient noirs et métis, ou colored, comme on dit, enfin la terminologie de l'apartheid. J'ai pris conscience en fait de l'importance, à la fois c'est là que j'ai entendu parler de l'apartheid la première fois, de la lutte des noirs et colored, et pas que en fait, puisque dans notre entourage, on avait aussi des Sud-Africains blancs qui étaient contre l'apartheid. Et c'est là que j'ai pris conscience en fait du pouvoir de l'art pour soulever les consciences, et que l'art n'avait pas juste comme objet d'être beau, mais pouvait aussi dire des choses importantes dans la société. Pour parler de mes oppressions et de mes privilèges, je dirais que ce sont les mêmes, c'est-à-dire que mon expérience de femme noire est à la fois mon oppression et mon privilège. Mais je ne me considère pas comme opprimée, puisque je pense que en fait, cette expérience fait que avoir conscience de ça et être éveillé par rapport aux questions de l'identité culturelle ou ethnique, des questions de genre, fait en sorte que je réagis, et la manière dont je suis dans la vie privée et dans mon travail est de réagir, prendre conscience et parler quand il y a des oppressions, des discriminations. Mais pour moi, mon privilège, c'est justement de connaître. En fait, quand on est français, quand on est d'un endroit, mais qu'on a une origine d'un autre endroit, on a le privilège d'avoir deux cultures, ou plus que ça, et d'avoir une conscience en fait que la société dans laquelle on est, il n'y a pas que ça, il y a quelque chose au-delà de ça. En ce qui me concerne, comprendre que ce qu'on voit dans les médias, ça ne représente pas tout ce qu'on est. Et avoir conscience, en fait, avoir ces connaissances supplémentaires, fait que d'une certaine manière, on est riche. Ça fait en sorte qu'on est une personne forte, plutôt que de se considérer comme opprimé.
J'habite à Londres. En fait, j'ai quitté Paris au début des années 2000 parce que j'ai étudié l'histoire de l'art ici à Paris et je me suis très vite compte qu'il y avait beaucoup de limites en termes d'opportunités. Donc je suis d'abord partie au Maroc, où c'est là en fait où j'ai commencé à travailler. Enfin, c'est mon expérience professionnelle, je l'ai acquise au Maroc. Et ensuite, je suis partie en Angleterre. Et donc j'habite en Angleterre, à Londres, à l'est de Londres, dans un quartier mixte, culturellement et religieusement. J'habite à la lisière du quartier juif et il y a un côté qui est vraiment très très mélangé, musulmans, sikhs, etc. J'habite en logement, pas logement social, mais housing association, en appartement avec mes 3 enfants que j'élève seule. Et le fait d'habiter dans ce quartier, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils grandissent avec des enfants de toute, voilà, de toute culture. Et mes enfants, très tôt, en fait, ont et ont été conscients, en fait, de la diversité culturelle par le biais de l'école, bien plus tôt que moi je l'ai eu, enfin, à part mon expérience de venir de la diversité moi-même. Je pense qu'en Angleterre, on leur apprend très vite en fait à avoir conscience des différentes religions. Donc voilà, c'est un quartier que j'apprécie pour ça. Je dirais que je ne suis pas nécessairement active dans mon quartier à Hackney en particulier, parce qu'en fait Londres c'est ma base, mais officiellement mon job, enfin mon emploi de chercheuse est dans le nord-ouest de l'Angleterre, à l'University of Central Lancashire. Et donc j'habite à Londres, je travaille à Preston, dans le nord-ouest. Et en même temps, en tant que curatrice, je travaille internationalement. Donc j'ai développé un projet photographique au Cameroun. Et en même temps, en ce moment, je travaille beaucoup plus au Maroc. Donc je suis active dans ces différents territoires. Je ne sais plus quelle était la... Voilà, en fait, moi, je verrai mon engagement dans le champ culturel, mais il est pas local, il a de multiples localisations. Les raisons de mon engagement. Alors, ce qui est intéressant, à l'âge adulte, je réfléchis en fait souvent à mon parcours et à qu'est-ce qui fait que je fais le type de projet que je fais ou que j'écris sur certaines thématiques. Je pense que je suis identifiée comme une des curatrices africaines qui travaille beaucoup sur des projets féministes. Et j'ai réfléchi en fait à l'origine de ça. Et en fait, c'est pas quelque chose qui vient de l'université. Alors, ma première rencontre, on va dire, avec le féminisme vient de ma rencontre avec ce qu'on appelle en anglais Black Feminism, donc le féminisme noir. Sachant que j'ai étudié l'histoire de l'art à Paris, dans un contexte donc art contemporain, dans un contexte français, mainstream, on va dire. Et quand je suis partie en Angleterre, là j'ai découvert les post-colonial studies. Et ça m'a ouvert un monde. Alors je me suis demandé, mais pourquoi on ne nous apprend pas ça à l'université? Donc j'ai découvert Stuart Hall, Paul Gilroy, principalement des hommes, je dirais. Et je travaillais aussi à l'Africa Center. Et en général, quand je vais dans un endroit, je fouille partout, j'essaye de comprendre l'endroit dans lequel je suis. Et je me suis intéressée aux archives de l'Africa Center. Donc ça, c'était en 2001. Et j'ai regardé la liste des expositions qu'ils avaient fait dans les années 80 et qui étaient les artistes. Et j'ai vu que c'était cette exposition qui s'appelait Five Black Women en 1983, si je me trompe. Ou 81 peut-être, une exposition commissariée par Lubaina Himid. Et à ce moment-là, j'ai trouvé ça intéressant parce que déjà en Angleterre, j'ai rencontré, j'aime pas dire découvert parce que c'est pas moi qui découvre, ça existait avant que j'arrive, le Black Art Movement, donc le mouvement Black Art en Angleterre, qui est un mouvement initié par des étudiants à la base noirs. Ce qui m'intéressait dans ce mouvement, c'est que c'était pas un mouvement qui était localisé à Londres, mais qui était en région, donc dans le nord de l'Angleterre. Et des artistes comme Eddie Chambers, Keith Piper, Donald Rodney,
les trois qui sont identifiés comme fondateurs du mouvement ont été étudiants en fait et ont très vite identifié le fait qu'ils n'avaient pas accès à des lieux d'art. Donc c'était l'époque de Margaret Thatcher. Et ils ont commencé à faire des expositions pour présenter le travail donc, de ces jeunes étudiants noirs, donc Black British, noirs britanniques. Je crois que c'était en 1981 aussi, il y a une conférence d'artistes noirs pendant laquelle Lubaina Himid, enfin une artiste qui s'appelle Claudette Johnson, a rassemblé toutes les artistes femmes pour qu'elles parlent de thématiques les concernant. Et en lisant en fait cette histoire, comme c'était au début de mon séjour en Angleterre et qu'en même temps on était dans cette vogue de l'art contemporain africain, j'ai commencé à m'interroger en fait sur le fait de ne pas amalgamer l'art contemporain africain comme quelque chose de homogène, comme un style, enfin c'est pas vraiment un style, mais comme quelque chose d'homogène, de la même manière que le black art avait été assimilé à quelque chose d'homogène dans les années 80. Et je me suis dit, si les artistes noirs en Angleterre dans les années 80 se sont posé la question de savoir, en fait, la question de la sous-représentation de leur discours en fait, dans les expositions, est-ce qu'il n'y a pas le même questionnement à avoir dans l'art contemporain africain? Donc c'est un peu là qu'a commencé mon interrogation en fait, sur la sous-représentation féminine dans les grandes expositions d'art contemporain africain. Et il y a une conversation aussi que j'ai eue avec, pour aller au-delà de l'africain, enfin de l'art africain, puisque l'Afrique est un continent qui est vaste. Étant moi-même d'origine camerounaise, je me suis posé la question de la présence féminine, ou plutôt de l'absence dans la scène contemporaine camerounaise. Et parce que j'ai eu une conversation avec un artiste, je crois que c'était en 2007, qui s'appelait Godilei, qui n'est plus avec nous malheureusement. Et on parlait de la scène camerounaise, de la scène artistique camerounaise, et je lui disais, mais en fait, qui sont les femmes artistes chez nous? Et c'est là qu'on a commencé à avoir cette conversation, et c'est vrai que je me suis rendu compte que les artistes connus camerounais étaient souvent des hommes. Et c'est un peu ça ça a été un élément en plus pour que je m'interroge sur ces questions. Après, quelque chose qui était pas lié à l'art particulièrement, c'est qu'en fait, ma petite sœur est assistante sociale, mais elle est juriste et elle a travaillé pour SOS Femmes. C'est une personne qui est très motivée, très engagée vers les droits des femmes, notamment sur les questions de violence conjugale, et qui maintenant travaille sur les questions de harcèlement au travail et l'effet que ça a sur la famille. Et en fait, elle me parlait beaucoup des cas qu'elle suivait. Et étant donné que nous, on a grandi en fait dans une famille, enfin notre cadre, on est d'une famille monoparentale, on a été élevé par notre mère qui a élevé 4 enfants toute seule en France. Donc on est déjà dans une structure dans ma famille où on est une majorité de femmes, il y a ma mère, j'ai 2 sœurs, donc on est 3 filles et un frère. Donc en fait, mon frère est une minorité dans notre cellule familiale. Et donc on a toujours eu l'image de la femme en charge de la famille. On n'a pas vraiment subi cette domination du patriarcat, pas vraiment chez nous, même s'il y a certaines choses que j'ai identifiées que je ne trouvais pas justes j'ai toujours considéré que l'homme n'avait pas... n'était pas supérieur à la femme, parce que dans notre famille, c'était pas comme ça. Et donc, je pense que tout ça a joué, en fait, dans mon questionnement sur le patriarcat, sur la représentation des femmes dans l'art. Et j'ai été beaucoup inspirée par Lubaina Himid, avec qui je travaille maintenant, et du fait qu'elle a organisé, en fait, cette première expo qui s'appelait Five Black Women, quand elle était encore étudiante. Donc, ce que je trouve intéressant aussi avec le Black Art Movement, c'est que les artistes, en fait, se sont pris en charge eux-mêmes. Ils n'avaient pas besoin de curateurs. Donc, nous, on est un peu le mot va revenir. Mais des imposteurs, voilà. Nous autres, les curateurs, nous sommes des imposteurs dans la scène artistique, parce que les artistes, finalement, ils peuvent s'organiser eux-mêmes et prendre en charge... la manière dont leur œuvre, dont leur travail est présenté, etc. Bon, en même temps, on a besoin de curateurs. Donc, je pense que le travail curatorial, c'est un dialogue entre les curateurs et les artistes. En tout cas, c'est ma manière de travailler.
Mais bon, ce qui était fantastique, au début des années 80, cette femme fait cette exposition avec des artistes noirs en Angleterre. Et historiquement, Rashid Arin, qui est fondateur de Third Text, a identifié, en fait, a décrit cette exposition comme étant, ou disons cette association de femmes artistes, comme étant une des choses qui a, enfin, un des moments qui a ouvert en fait la définition du terme noir. C'est-à-dire que en Angleterre, noir, c'est pas noir comme moi, on va dire, d'origine africaine. C'était des personnes d'origine africaine, caribéenne et d'Asie du Sud. Et il a écrit un essai dans Third Text où il parle finalement des personnes qui ont vécu la colonisation, en l'occurrence l'occupation, enfin la colonisation britannique. Donc en fait, les femmes ont réussi non seulement à travailler ensemble, enfin à aborder, à développer en fait, à parler en fait des marges, enfin du point de vue des marges de la marge. Enfin on parle des triples marges, femmes noires et c'est quoi le troisième? Enfin ce qui est lié à la classe sociale. Mais donc voilà, elles ont à la fois éclaté en fait cette notion de homogénéité du terme black art et en même temps ouvert en fait. Enfin voilà, elles ont donné une plateforme aux femmes, mais en même temps permis de critiquer. C'est une critique d'une certaine manière de ce terme homogenizing term. Et donc ça m'a. Donc elle a fait son exposition en 1981 et moi la première exposition que j'ai faite avec des artistes femmes c'était en 2011. Donc voilà, 30 ans après, je me suis inspirée en fait de son travail qui d'une certaine manière est toujours pertinent maintenant. Et c'est pour ça que quand elle a gagné le Turner Prize il y a 2 ans, en 2017, dans le contexte actuel, on n'a plus Margaret Thatcher en Angleterre, mais on a eu Theresa May, c'était la même chose. Le contexte américain avec Trump, ça fait que le discours de Lubaina et des artistes avec lesquels elle travaillait est aussi pertinent maintenant qu'il l'était dans les années 80. J'ai tellement parlé que j'ai perdu le fil de mon... Oui, donc moi je me suis interrogée sur la sous-représentation des femmes en fait, dans les expositions d'art contemporain africain. Donc avec mon expérience, avec... 30 ans après, la génération de curatrices des années 2000, donc sachant que nous, on vient... Alors, je dirais que sur le continent africain, on est principalement... maintenant, la dominance est beaucoup plus féminine sur le champ curatorial. Mais quand j'ai commencé à faire mes projets, on n'était pas beaucoup. Enfin, avant moi, il y avait Bissi Silva, Ngone Fall, Koyo, on va dire, Koyoko. Et en fait, quand j'ai commencé à faire ces projets... sur des questions féministes, au début j'ai rencontré de la résistance. D'ailleurs, en fait, j'ai pas commencé par faire des expositions, j'ai commencé, comme mon travail est beaucoup fondé sur la recherche, j'ai commencé par faire, quand j'étais directrice de publication de la revue Africulture, un numéro sur les féminismes en Afrique et dans la diaspora. Donc ça, c'était, je crois, en 2009 peut-être. Et par la suite, j'ai fait un numéro qui s'appelait L'art au féminin, approche plurielle, je ne me rappelle plus, auquel Julie a contribué. Et donc, oui, en fait, j'ai commencé à me poser ces questions, inspirées à la fois du contexte anglais, du féminisme noir. Donc, il y avait une bibliothèque qui était à Hackney, dans le quartier où j'habite en Angleterre, dans le borough où j'habite, qui s'appelle INIVA, Institute of International Visual Arts, et j'ai passé ma vie à INIVA. Et il m'appelait la résidente parce que j'étais toujours à la bibliothèque et j'ai lu tout ce qui était post-colonial studies. C'est là que j'ai, en partant des expositions de Lubaina notamment, je me suis intéressée aux écrits qui étaient publiés à cette époque et aux femmes en fait qui écrivaient sur le féminisme. Il y a un texte qui m'a marqué de Hazel V. Carby qui s'appelle Listen Up, White Feminist and the Boundaries of Sisterhood. C'est écoute, féministe blanche et les limites de la sororité.
Et ça m'a marqué parce qu'en fait, je m'étais jamais posé la question du féminisme en termes, j'aime pas le mot race, mais en termes d'identité ethnique. C'est-à-dire que en France, on grandit avec cette notion de l'universalisme, même si nous, on sait, enfin, quand on n'est pas exclu dans les discours dominants, on sait que bon, il y a universalisme d'un côté et nous autres autour. Mais je m'étais jamais posé cette question en termes de féminisme. Et là, du coup, j'ai commencé à fouiller, à lire Angela Davis, Patricia Hill Collins, Bell Hooks, Audre Lorde. Enfin voilà, et ça m'a beaucoup inspirée. Et j'ai proposé en fait à Africulture de faire un numéro, donc pas un numéro spécial, mais on avait dans le comité éditorial. On avait chacun nos spécialismes, personne pour les arts visuels, littérature, etc. Et donc moi j'ai proposé en fait de faire un numéro sur le féminisme, enfin les féminismes, et j'ai lancé un appel à contribution, je crois que c'était donc en 2008. Et mon argumentaire c'est justement de questionner cette notion du féminisme, et je crois que l'appel à contribution s'appelait le féminisme, la lutte des femmes est-elle universelle ou quelque chose comme ça. Et donc c'était et on a publié le numéro il y a 10 ans maintenant. Mais à l'époque, quand j'ai proposé de faire ce numéro, on m'a dit, j'ai eu on m'a dit oui, c'est quoi ce néologisme, féminisme noir, etc. Et moi j'ai dû argumenter le fait qu'il y a toute une littérature dessus, il y a des chercheurs, il y a des activistes, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est quelque chose qui existe déjà, et c'est quelque chose dans lequel je me reconnaissais, et en fait c'est quelque chose qui m'a permis d'articuler ma propre expérience, parce qu'il faut savoir qu'en France, je vivais mon expérience, on va dire, de jeune femme noire, sans pouvoir vraiment l'articuler intellectuellement, et quand je suis allée en Angleterre, j'ai trouvé les outils, même si en France j'avais lu Fanon, il y avait un début de... Il y a quelque chose que j'ai... Comment dire? J'ai réussi à identifier, à faire un parallèle entre mon expérience et certains écrits de Fanon, notamment dans Peau noire, masque blanc, quand il parle il y a ce passage dans le métro où le petit garçon voit un noir et il dit à sa maman, « Maman, regarde le noir ». Et puis il parle, en fait, Fanon parle du fait que en tant que noir, on n'est pas une personne, on est 3 personnes. C'est-à-dire que d'une certaine manière, notre présence est amplifiée puisqu'on est différents. Et c'est quelque chose de... C'est anecdotique, mais c'est quelque chose qu'on vit dans le métro, par exemple, quand il y a des places vides et qu'on est... Enfin, il y a des places, il y a une place à côté de nous, mais on ne va pas nécessairement... Ça m'est arrivé plusieurs fois que les gens préfèrent s'asseoir à un autre endroit que quand il y a une présence noire. Mais bon, donc dans ce texte de Fanon, j'ai fait des parallèles entre certaines choses que je vivais. Et en Angleterre, ça m'a encore plus permis de trouver les clés pour pouvoir articuler ma pensée. Et donc c'est quelque chose que j'ai exploité d'une certaine manière ou exploré dans Africulture, qui est toujours une plateforme, mais en tout cas à l'époque qui, moi, m'a permis de m'exprimer, de poser les jalons d'une pensée critique. Et d'ailleurs, après Africulture, quand j'ai commencé à écrire en anglais, que j'habitais en Angleterre, ça m'a bien mis 6 ans en fait, avant de me sentir à l'aise pour écrire en anglais. Et j'ai contribué à Third Text, qui était d'une certaine manière, pour moi, une sorte de pendant, même si Third Text existe avant Africulture. C'était une plateforme en fait, qui me permettait de développer le même type de pensée critique que Africulture. Et donc, en fait, mes expositions féministes, elles partent en fait de ces écrits, de cette réflexion en fait sur le féminisme. Et donc elles s'appliquent... En fait, ce que j'essaye de faire, c'est d'avoir un dialogue avec les artistes. Et c'est vrai qu'au début, quand j'ai contacté certaines artistes pour faire des projets, certaines m'ont répondu « Oui, mais je ne suis pas féministe ». Ou « Ah, mais pourquoi faire que des expositions avec des femmes ?» Et je pense que maintenant... cette problématique, c'est pareil, c'est pas moi, je ne suis pas la première à avoir fait des expositions avec des femmes. Mais je pense qu'il y a une acceptation de certaines femmes qui avaient un peu plus de réserve avant, parce que la réalité, c'est que les choses, elles sont lentes à changer, et que même si je ne fais pas que des expositions féministes, il y a des moments où il faut
s'exprimer et dire, enfin voilà, exprimer les problèmes. Et je pense que dans l'art, il faut qu'on adresse les problèmes que l'on rencontre dans ce cadre, enfin dans le contexte artistique, que ce soit la sous-représentation des femmes, que ce soit la sous-représentation des femmes à des positions de décision dans les institutions. Il y a ça, mais aussi j'ai écrit, je me suis exprimée par exemple sur Exhibit B il y a quelques années. Et pour moi, un des problèmes de ce projet, c'est qu'il n'y avait pas, à mon sens, de personnes, je dirais, de la diversité culturelle qui étaient dans ces réunions de programmation, mais des personnes en fait qui connaissent les questions critiques en fait de représentation du corps noir dans l'art, donc qui connaissent cette histoire et qui auraient pu donner, enfin qui auraient pu dire que c'était une mauvaise idée, quoi. Voilà, je sais pas, que dire de plus. J'ai beaucoup parlé. Et à qui je m'adresse je dirais qu'en fait, quand j'ai commencé à travailler, je suis rentrée dans une conversation. Donc en fait, mon public était peut-être le même public que mes consoeurs avant moi, des personnes comme Bissi Silva qui m'ont beaucoup inspirée dans mon travail. Et puis quand je vois, par exemple, quand j'écris, bien sûr, je m'adresse à des personnes... on s'adresse souvent à des personnes, comment dire, on prêche à des convaincus. Ce qui est un peu... Enfin, on essaye d'aller au-delà, mais après, on touche un public, on ne sait pas nécessairement qui on touche. C'est-à-dire que quand on écrit, moi je vois par exemple quand j'écris, certaines personnes me disent qu'elles ont lu ce que j'ai écrit et on ne sait pas nécessairement... on essaye le plus possible de toucher en fait un public au-delà de ceux qui sont nos alliés, parce que pour changer les mentalités, il faut réussir à ouvrir la pensée de ceux qui sont fermés ou qui ne savent pas ou qui ne s'intéressent pas à toutes ces questions de diversité qui touchent au genre, voilà, aux identités culturelles, aux disabilities, aux abilities. Je dirais que pour ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire développer des projets artistiques qui adressent les questions de marginalité. En fait, la manière dont je conçois, enfin, que je conçois dans le sens où j'identifierais ou j'expliquerais, comment dire, je définirais ma pratique, c'est de donner une place au discours marginalisé. Donc j'ai commencé en fait, d'une certaine manière, j'ai l'impression que je fais la même chose maintenant que quand j'étais étudiante, c'est-à-dire que quand j'ai écrit mon premier mémoire de maîtrise, à l'époque, ça n'existe plus maintenant, maîtrise, c'était sur le travail de Gérard Sekoto, qui était un des premiers modernistes africains, mais qui a vécu à Paris de 1947 à 1993, et dont le travail est très peu connu en France, même maintenant. Et pour moi, en fait, faire ce travail de recherche et d'écriture sur Gérard Sekoto, même si à l'époque c'était qu'à l'université, je ne savais pas à l'époque que j'allais travailler dans l'art, pour moi c'était une manière de faire en sorte que cette voix qui était mise sous silence soit comment dire, mise au jour et qu'il y ait une connaissance de ce travail, sachant que Gérard Sekoto, en fait, son œuvre consistait principalement à représenter l'existence noire en Afrique du Sud avant même l'apartheid. C'est quelque chose en fait qui m'a suivi dans le sens où, en partant de la représentation du corps noir, je me suis intéressée à la représentation du corps, et en partant du corps, donc à la question du genre. J'ai toujours été attirée vers ce qui était entre guillemets tabou, des choses dont on ne parlait pas, les choses qui gênaient, les choses qu'on voulait mettre sous silence surtout. C'est surtout ça qui me titille en fait quand il y a des choses qu'on essaye d'écarter parce qu'il y a un discours dominant, on sait lequel il est. Et donc mes premiers projets en fait, on va dire, pour parler juste des projets féministes, en 2011, c'est là où j'ai fait 2 expositions simultanément, une à Dakar et une en Angleterre, où j'ai décidé, en fait, donc suite aux travaux d'écriture que j'avais fait pour Africulture, donc j'ai décidé de faire des expositions avec des artistes femmes. Je me suis trouvée devant une situation à Dakar
c'est que j'ai voulu... Alors j'ai mis Kara Walker comme artiste avec une pièce dans laquelle il y avait comment dire, une scène homosexuelle, on va dire. Et j'ai eu des réactions du public. Mais en gros, il y avait une artiste que je voulais mettre dans mon exposition pour laquelle on m'a dit, écoute, si tu mets cette artiste, toi et elle, vous pouvez aller en prison. Parce que c'est contre la loi au Sénégal de... Enfin, je dirais pas promouvoir, mais bon, d'avoir des artistes, enfin des sujets, de parler de sujets d'homosexualité. Et donc c'est à ce moment-là, je me suis retrouvée dans une situation où moi je dois, soit m'auto-censurer, ou soit, c'est une conversation en général que j'ai avec l'artiste, et on décide ensemble en fait de quoi faire. Et donc cette artiste en l'occurrence, je l'ai mise dans mon exposition en Angleterre. Mais il y a à la fois ce qu'on veut faire en tant que curateur et ce que l'espace nous permet ou ne nous permet pas de faire. Donc ça, c'est... même si on a, comment dire, un mode d'opération, et c'est vrai que j'ai parlé de ça il y a quelques années d'ailleurs à Paris, où on m'a dit que finalement, en fait, cette exposition, je n'aurais pas dû la faire dans un cadre artistique, mais la faire dans un lieu alternatif. Et ça, c'est vrai, c'est quelque chose auquel je n'avais pas pensé à l'époque. Et là, je dirais, en tout cas, j'ai continué à faire mes projets avec les artistes femmes. Pour moi, je pense que en tant que curatrice, je fonctionne dans un schéma assez standard, on va dire. Je sélectionne mes artistes. Mais en tout cas, j'ai pas de... mis à part ce cas-là, j'ai pas d'interférence en général dans la sélection de mes artistes. Mais comment dire, je me bats pour certaines choses, notamment pour que les artistes soient payés. Ça reste ça reste un combat quand on est curateur. Soit on accepte de faire un projet, de toucher soi-même, nous-mêmes notre honoraire, mais de ne pas payer les autres. Et ça, je trouve pas ça normal. Donc tous mes projets, travailler avec des institutions qui parfois veulent avoir des artistes africains, avoir l'œuvre des artistes africains, mais pas nécessairement les artistes sur place. Donc ça, c'est des choses pour lesquelles je me bats. Donc ça veut dire convaincre les institutions d'assigner un budget à ça et de leur faire comprendre que pour les artistes, surtout les institutions qui se disent vouloir promouvoir la diversité, je leur fais comprendre que on n'est pas... c'est un travail qu'on fait. Donc pour l'artiste qui vient, quand il a son exposition, il engage avec un dialogue avec un public, il rencontre d'autres commissaires, des critiques, etc. Et que c'est une étape dans sa vie professionnelle. Donc ça fait partie des choses pour lesquelles je me bats. Donc des fois, j'en parle pas toujours aux artistes, mais des fois ça me crée des heurts avec les institutions. Mais si je veux donner un exemple, par exemple, Beaux-Arts, donc c'est un des cas où j'ai réussi à faire venir, je crois, 17 artistes d'Europe, d'Afrique et de l'océan Pacifique, parce que je leur ai dit en fait qu'il fallait que les artistes soient là. Donc ça veut dire négocier avec les institutions. Ensuite, il y a, alors, dans le cadre de Making Histories Visible, donc, qui est le projet d'archives avec lequel je travaille avec Lubaina Himid, on a à la fois des archives d'œuvres d'artistes du mouvement Black Art. Moi, j'ai ramené une archive d'œuvres du photographe sud-africain George Hallett. Et ce qu'on fait, en fait, quand Lubaina, qui maintenant a encore plus d'expositions depuis qu'elle a le Turner Prize, quand elle fait un projet, on fait toujours en sorte que dans le programme public, il y ait des participants issus des diversités de l'endroit où l'exposition a lieu. Et un exemple, elle faisait une exposition en Allemagne il y a quelques années. Et donc, pendant ces conversations avec les curatrices, elle me dit, écoute Christine, les curatrices me disent qu'elles ne connaissent pas d'artistes femmes noires en Allemagne. Alors, je dis, mais je sais pas, j'en connais au moins une ou deux, donc je pense qu'il doit y en avoir plus que ça. Et du coup, tout simplement, j'ai mis donc, sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a des artistes noirs en Allemagne? Et donc, j'ai eu une grande liste, et donc j'ai copié la liste. Et tout le monde a contribué, et j'ai donné ça à Lubaina, qui a donné ça aux curatrices. Et en fait, elles ont invité certaines des artistes dans le cadre du projet de programme public que Lubaina voulait mettre en place. Et ça, c'est aussi, en fait, dans notre travail, c'est aussi lutter contre l'ignorance.
Ça peut être bénin, mais en même temps, ça a une portée tellement forte, quoi. Enfin, des curatrices qui disent ne pas connaître d'artistes noirs ou d'autres diversités, bon, enfin, voilà, soit elles font pas la recherche, ou soit, enfin, ça montre qu'il y a une certaine exclusivité du monde artistique contre laquelle on se bat encore aujourd'hui, même s'il y a des choses qui ont avancé, mais la réalité, c'est qu'il y a quand même, il y a toujours des exclusions. Après, un autre exemple que je peux donner, je fais une exposition dans un lieu que je ne citerai pas, mais quand j'ai regardé le site, par exemple, de ce lieu où je vais faire mon exposition, ils avaient une image d'un buste noir avec des mains, enfin donc des visiteurs blancs qui touchaient ce buste comme si c'était un peu un animal. Et donc j'ai été très choquée par l'image, et comme c'était un buste sculpté, je les ai contactés en leur demandant est-ce que le buste est noir du fait de la matière, enfin, le matériau sculpté, ou est-ce que ça représente une personne noire? Parce que dans ce cas, vous vous rendez compte que cette personne noire est touchée par des blancs, et donc l'image que ça transmet est problématique. Et ce sont des choses, en fait, ils n'y avaient pas pensé, donc ils se sont excusés, ils ont enlevé l'image, mais il y a plein de petites choses comme ça pour lesquelles on n'intervient pas juste dans le cadre de nos expositions, mais aussi dans le cadre... On fait réfléchir les personnes qui ont en charge d'institutions sur la question de la représentation visuelle, la question de l'image, qu'est-ce que ça véhicule, en fait, une image. Et donc, avec Making Histories Visible, j'ai à la fois l'opportunité de me consacrer à mes projets d'exposition. On fait en sorte qu'il y ait une diversité, en tout cas dans tous les projets dans lesquels intervient l'UBEINA. Moi, je continue de faire mes projets d'artistes, enfin, à la fois avec des artistes femmes, mais aussi des projets internationaux, parce que aussi, on peut aussi tomber dans l'inverse, où, notamment en tant qu'Africaine, on peut être assigné à faire que des projets africains. Donc c'est aussi important de créer des dialogues, des conversations entre artistes, finalement, de la scène globale. C'est important pour eux parce qu'en fait les artistes, même en Afrique, ils ont des dialogues avec d'autres artistes, ils regardent d'autres choses que juste le continent. Donc voilà. Et puis nous, en tant que curatrice aussi, on s'intéresse enfin curatrice ou curateur, on s'intéresse aux pratiques artistiques au-delà du continent. Et puis que dire de plus? Je pense que c'est tout. Ah, une autre chose aussi, je refuse de plus en plus quand on m'invite pour pour parler en fait à la place d'autres personnes noires dans les endroits. Par exemple, j'étais invitée, après cette chose en Allemagne, j'ai été contactée pour parler de mes projets féministes en Allemagne, mais dans le cadre d'une exposition qui n'avait pas, en fait, ça n'a pas nécessairement un lien avec ma propre pratique, mais plus avec le débat de Black Identity en Europe. Et j'ai dit à cette personne, mais vous savez, moi j'ai des collègues en fait en Allemagne qui traitent de ces questions. Et ce que je trouve important, enfin en tout cas ce que j'ai observé, c'est que souvent les institutions, elles font appel à un curateur étranger parce que c'est plus facile en fait de faire venir quelqu'un qui vient avec sa perspective étrangère, mais qui ne va pas nécessairement connaître le terrain. Et je trouve que c'est important que les institutions adressent leur propre bias, enfin leur propre, comment dire, les problèmes qu'elles ont, enfin les discriminations qu'elles perpétuent elles-mêmes au sein des institutions à l'échelle locale. Et c'est pour ça que par exemple, je m'intéresse souvent à ce qui se passe par exemple au musée du Quai Branly, Jacques Chirac. Parce que dans leur programmation, ça m'intéresse de voir quelles sont les personnes de la diaspora qu'ils impliquent dans leurs projets, qui peut proposer une réponse critique à leur programmation. Et c'est des choses comme ça donc, voilà, qui me semblent importantes. Et c'est aussi pour la raison pour laquelle parfois je refuse, parce que je me dis vous devez avoir cette conversation avec les personnes de la diversité qui sont sur votre terrain. J'ai refusé, par exemple, de faire... j'avais été contactée pour un projet à Amsterdam quand ils ont fait avec je crois Stedelijk. Ils avaient un projet où ils se sont posé la question de la globalisation des collections
poursuivre un peu l'exemple de la Tate Modern qui a intégré la collection africaine. Et j'aurais dit, effectivement, il faut avoir une collection diverse. Mais est-ce que vous avez déjà regardé la diversité qu'il y a à Amsterdam? Quels sont les artistes d'origine du Suriname ou voilà, des artistes noirs que vous avez à Amsterdam, ou de la diversité? Comment ils sont représentés dans votre musée? J'essaie, dans les dialogues que j'ai avec les institutions, de les forcer à regarder déjà ce qu'elles ont sur leur terrain et d'adresser en fait les problèmes d'exclusion en fait, qu'elles-mêmes perpétuent dans leur contexte, puisqu'en fait elles vont inviter quelqu'un de l'extérieur, alors qu'en fait elles n'adressent pas en fait, les problèmes de diversité qu'il y a, ou de manque de diversité qu'il y a sur leur propre terrain.